Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres du JT. 9 fermetures de classes et une seule ouverture, c'est ce qui est prévu dans l'arrondissement de Sarreguemines. Une décision prise par l'inspecteur d'académie à l'issue d'un comité technique. Un second comité technique se réunira en juin pour refaire un point sur le nombre d'élèves prévus pour la rentrée 2022. Au total, dans le département de la Moselle, l'inspecteur prévoit 85 fermetures de classes et 38 ouvertures pour la rentrée. Réaction du secrétaire départemental SNUDIFO 57. Rémolfin, 109e village de France où il fait bon vivre, 187 critères sont passés au crible. Qualité de vie, santé, éducation, commerce et même attractivité immobilière sont pris en compte. Au sein de sa population, Sarreguemines compte pour la première fois un homme centenaire. Louis Wendling vient de fêter son anniversaire en soufflant sa 100e bougie. Il est né à Sarreguemines le 31 janvier 1922. Et en deuxième partie d'émission, je donnerai la parole à David Suc, président de la communauté de communes du Pays de Bitche et vice-président du département de la Moselle. Il évoque le bilan de 2021 et les perspectives pour 2022 dans une interview enregistrée à l'extérieur. On fait d'abord le point sur l'actu. Les chiffres du chômage viennent d'être dévoilés. La Moselle compte 84 160 demandeurs d'emploi en catégorie A, B et C au quatrième trimestre 2021. Ce nombre est en baisse de 2,9% sur un trimestre et en diminution de 3,6% sur un an. Dans le Grand Est, le nombre de chômeurs est en baisse de 3,1% sur un trimestre, moins 5,2% sur un an. Les nouvelles sont moins bonnes du côté des écoles. La décision est tombée le 28 janvier dernier. Durant la réunion du comité technique, l'inspecteur d'académie s'est prononcé sur son projet de fermeture et d'ouverture de classes pour la rentrée 2022. L'arrondissement de Sarreguemines est durement impacté par cette nouvelle carte scolaire. On fait le point sur la situation dans notre secteur avec Thibaut Desmerlet. 9 fermetures de classes et une seule ouverture sur l'arrondissement de Sarreguemines pour la rentrée 2022. Et par fermeture de classe, il faut comprendre retrait d'un poste d'enseignant. C'est la décision de l'inspecteur d'académie lors du comité technique qui s'est réuni vendredi dernier. Une mauvaise nouvelle pour les parents. Je trouve ça dommage d'un point de vue pour les enfants parce qu'ils seront plus dans une même classe, donc forcément ça va être plus compliqué pour les instituts de faire les suivis, pour les enfants d'avoir un suivi personnalisé. Et en tant que maîtresse, je sais ce que ça veut dire une classe double niveau, voire triple niveau. Donc c'est vraiment ni l'idéal pour les enfants, ni pour les adultes. Mais on ne peut pas vraiment faire grand-chose non plus. Pour l'école élémentaire Baron de Gunzer à Bitche, un poste d'enseignant sur 4 sera supprimé hors classe Ulysse, alors que 3 classes sur 4 sont multiniveaux. Mais une ouverture est prévue pour l'école Pasteur. On aurait été heureux d'avoir à la fois une ouverture sur Pasteur et un maintien sur Gunzer. Je pense que ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est à quel point le regroupement scolaire va avoir son sens pour justement éviter ce genre de situation et répondre à différents objectifs. Du côté de la Casque, une fermeture est actée à l'école maternelle Les Chenilles à Ambach. 2 enseignants au lieu de 3 pour la rentrée 2022. Elle compte pour le moment 46 élèves. Poste en moins au niveau des enseignants, mais également un poste en moins par rapport aux ATSEM, comme c'est une école maternelle, et ça embête beaucoup la commune. On n'aime pas perdre des emplois, et surtout par rapport aux personnes concernées. L'école primaire groupe scolaire de la Bicanalbe à Rimelin est aussi touchée. L'année dernière, 120 élèves venant de Rimelin, Obergeilbach et Herschin y étaient scolarisés. Le chiffre est tombé à 90 cette année et les prévisions sont en baisse. 4 classes sur 5 sont multiniveaux et un poste sera supprimé. On vit plutôt des fermetures que d'ouvertures sur le lieu du regroupement scolaire. Je ne veux pas dire que c'est une fatalité, mais c'est mathématique en ce moment parce que notre population vieillit, même si c'est une jeune population, mais elle vieillit et elle grandit. Une autre classe est menacée à l'école maternelle du Chambourg à Wouswiller et à l'école maternelle Blanche-Neige à Großbiederstroff. 2 autres fermetures sont prévues à Nouswiller-Saint-Nabor et à l'école élémentaire de Velferdin. Côté Pays de Bitche, une fermeture est prévue à l'école élémentaire de Gros-Réderchin, une autre à Berenthal, mais cette dernière serait annulée en cas de fusion des écoles. Le conseil d'école a donné un avis favorable à la proposition de fusion.
À noter que le nombre de fermetures et d'ouvertures est susceptible d'évoluer en fonction des inscriptions enregistrées. Un second comité technique se réunira en juin pour refaire un point sur le nombre d'élèves prévus pour la rentrée 2022. Et précision concernant Nouzvillers-Saint-Nabord, citée dans ce reportage, cette commune de la communauté d'agglomération de Forbach ne fait pas partie de l'arrondissement de Sarreguemines, mais au niveau des zones d'éducation, elle dépend de la circonscription de Sarreguemines-Ouest. À l'échelle du département de la Moselle, l'inspecteur d'académie prévoit la fermeture de 85 classes et 38 ouvertures pour la rentrée 2022. Quelle est la réaction des syndicats? Nous avons rencontré le secrétaire départemental SNUDIFO 57 pour le faire réagir sur ces chiffres. Les propos ont été recueillis par Thibaut Desmerlet. Suite au comité technique qui s'est déroulé vendredi dernier, l'inspecteur d'académie a prononcé 9 fermetures sur l'arrondissement, dont une ouverture. Quelle est votre réaction ? Écoutez, on est évidemment contre, je le dis avec d'autant plus de facilité et d'aisance que j'ai siégé dans cette instance, dans ce comité technique, et que mon organisation syndicale, la FO, est la seule à se prononcer contre. Je pense qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, il y a un vrai chaos dans les écoles, ça fait un moment qu'on en parle. C'est ce qui fait aussi qu'il y avait une grève massive le 13 janvier, et chaque fermeture est une fermeture de trop. Je crois qu'il faut vraiment le dire comme ça. Et les chiffres qui ont été annoncés sont justifiables pour vous ? Alors, l'administration les justifie par le fait qu'il y a une baisse démographique. Alors, effectivement, la baisse démographique, on ne peut pas la nier, c'est une chose. Par contre, je rappelle que la Moselle a obtenu 9 postes de dotation pour cette rentrée. Mais ces 9 postes, ils sont utilisés pour répondre à des directives ministérielles, comme par exemple l'augmentation des charges de direction pour la rentrée prochaine, qui a été annoncée par le ministre Blanquer. Alors, on ne peut pas s'y opposer, évidemment, qu'on y est favorable. Mais quand c'est fait à moyens constants, c'est toujours le même problème, c'est que ça demande forcément une contrepartie derrière. Et une des contreparties, c'est les fermetures de classes. Alors en Moselle, on a 84 fermetures sur la totalité du département qui ont été actées. On compte seulement 38 ouvertures pour l'instant. Vous voyez bien la différence. Moi, je rappelle qu'en Moselle, on était la semaine dernière à 340 classes fermées. Sur ces 340 classes, 2 tiers l'étaient parce qu'il n'y a pas de remplaçants. Donc on manque de postes de remplaçants. Les postes de remplaçants aussi font partie de la carte scolaire. Donc je pense que cette année, c'était l'occasion ou jamais de faire... il fallait des mesures extraordinaires pour faire face à une situation extraordinaire là aussi. Donc on ne peut pas se satisfaire de ce qui a été fait. Et je crois que ça fait encore un petit peu monter la colère des personnels, des parents. Ras-le-bol, ça ne peut plus continuer comme ça. Pour les plus grands, c'est l'heure de l'orientation. Avis aux élèves de terminale qui veulent en savoir plus et visiter les lieux. L'antenne sarregueminoise de l'IUT de Moselle-Est ainsi que la fac de droit organisent des portes ouvertes ce samedi de 9h à 15h. Rendez-vous rue Geiger pour échanger avec les étudiants et les enseignants. Direction maintenant une commune où il fait bon vivre. Ce week-end, le journal du dimanche a publié le classement des villes et villages où il fait bon vivre en France. Quelques communes du département de la Moselle apparaissent dans le palmarès, dont celle de Rémolfin, juste à côté de Sarreguemines. Elle se classe à la 109e place pour les villages de moins de 2000 habitants. Explications et réactions dans ce reportage de Christelle Reviaco. Est-ce que c'est agréable de vivre à Rémolfin ? Selon l'association Villes et Villages de France où il fait bon vivre, la réponse est oui. Ce week-end, l'organisme a dévoilé son classement des 500 villes et villages où il fait bon vivre en France. Et Rémolfin se classe à la 109e place pour les villages de moins de 2000 habitants. Mais ce n'est pas vraiment une surprise pour les personnes qui y vivent ou qui y travaillent, ni même pour les personnes de passage. Je suis venu à Rémolfin pour la négociation d'automobile. Je suis dans le quartier, je me suis arrêté. C'est un petit café sympatoche. Et au niveau commerce, donc ça fait peu de temps que je travaille sur Rémolfin, donc depuis le 1er mars 2021. Et c'est vrai que niveau clientèle, il y a vraiment une très très bonne ambiance. Il y fait en tout cas vraiment bon vivre et bien d'y travailler. Ça c'est vraiment très très agréable, ça c'est sûr et certain. Voilà, je vois vraiment, ça m'étonne même que ce soit que classé dans les centièmes premières villages de cette importance. Moi, Rémolfin devrait faire partie des 5 plus belles communes de France. Pour faire partie du palmarès, il faut répondre à plusieurs critères.
En tout, 187 sont pris en compte et sont répartis en 9 catégories, dont la qualité de vie, la santé, l'éducation ou encore les commerces et services. Pour cette 3e édition, un nouveau critère est apparu, l'attractivité immobilière. En tout, ce sont plus de 34 000 communes de France métropolitaine qui ont été étudiées. Et à Rémelfin, les élus mettent en place des projets tout au long de l'année pour améliorer la vie de ses habitants. On a essayé de faire dans l'environnement, dans l'écologique pour améliorer tout ça. Donc on a eu nos 3 libellules, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus de produits toxiques pour la nature. Et puis cette année, on s'est attelé pour le village fleuri et on a eu la joie d'avoir 2 fleurs qu'on allait récupérer il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est un travail au quotidien, mais ça paye. Et puis les habitants nous aident, nous soutiennent. Donc voilà, c'est chouette. Ce village à l'entrée de la Sarre compte plus de 1400 habitants. Malgré sa petite taille, il propose de nombreux services. Des écoles, un périscolaire, des commerces de proximité et plus d'une dizaine d'associations. En Moselle, il fait bon vivre et ce n'est pas Anne-Marie qui réside depuis de nombreuses années à Rémelfin qui va dire le contraire. Plus de 50 ans à Rémelfin, oui. Ils n'envisagent pas de partir ailleurs. Hein. Et le département de la Moselle n'est pas en reste. 4 villages sont dans le top 50, dont Peltre à la 2e place. Et la ville de Metz est classée à la 22e place pour les villes où il fait bon vivre. Pour lui, il fait bon vivre à Sarreguemines et depuis très longtemps. À sa manière, il marque l'histoire de la ville. Louis Wendling est le seul homme sarregueminois centenaire. Le 31 janvier dernier, il a rejoint un cercle très fermé dans lequel ne figuraient jusqu'alors que des femmes. Guillaume Dumonteil était là pour son anniversaire. Les chiffres sont impressionnants. Louis Wendling est né il y a 100 ans à Sarreguemines le 31 janvier 1922. 3 fois père, 3 fois grand-père et 4 fois arrière-grand-père, Louis Wendling a été marié avec son épouse, décédée en 2009, pendant 60 ans. Le doyen des Sarregueminois a effectué toute sa carrière à la SNCF avant de partir à la retraite il y a déjà 45 ans. Louis Wendling a été particulièrement actif dans le milieu associatif. À Velferdin, au sein de l'association du 3e âge, il a notamment animé des cours de gymnastique. Malgré son âge avancé, il est encore autonome. Je ne souffre pas, à part mes yeux, à part mes oreilles, mais je ne souffre de rien du tout. J'ai pas mal quelque part. Souhaitons-lui de pouvoir profiter encore longtemps des membres de sa famille, qui s'étale aujourd'hui sur 4 générations. Dans un instant, on passe à la politique avec l'interview de David Suc. Ce sera juste après les prévisions de Météo France. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, toujours pas d'évolution côté météo pour demain. Le ciel sera une nouvelle fois bien chargé. Les précipitations vont tomber très tôt dans la journée et ne vont pas s'arrêter. Côté température, les minimales iront de 3 à 5 degrés et les maximales de 7 à 9 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Véroniques et il fera jour de 8h01 à 17h36. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteurs majeurs de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Contre la transmission, pensons aération. Quand on parle, quand on rit et même quand on respire, des micro-gouttelettes invisibles à l'œil nu restent en suspension dans l'air et peuvent transmettre le virus du Covid-19. C'est pourquoi il est important d'aérer 10 minutes toutes les heures pour les faire disparaître. Même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Madame, s'il vous plaît, les patrons vont vous recevoir. Ok, vous allez me priver d'un truc? C'est votre entretien d'embauche, madame. Asseyez-vous. Alors comme cela, vous postulez pour un contrat en alternance. On va vraiment jouer à ça.
candidate rebelle, je le note. Oui, je suis actuellement dans une filière hôtelière et je recherche un contrat en alternance avec mon école pour l'année prochaine. Je vois que vous avez fait du babysitting. J'aide aussi une voisine pour ses courses. Et cette voisine, vous l'aidez en y allant en bikini, à vachir sur un vélo comme sur votre dernière story? Vous allez vraiment me faire la morale? Ouh là là, sacré tempérament, cette candidate. Tu sais, il n'y a pas que tes amis qui vont voir ton profil Instagram. Oui, il y a aussi beaucoup d'inconnus. Mais oui, il y a plein de patrons qui se renseignent sur les profils des candidats qui postulent. J'y avais pas pensé. C'est se remettre en cause. Un bon point. On veut pas que tu te retrouves avec une étiquette que t'auras beaucoup de mal à enlever. Je vais aller les retirer maintenant, comme ça je suis tranquille. Très réactive. On peut lui proposer une période d'essai. Oui. Certains enfants se mettent en scène de manière explicite sur les réseaux sociaux. Une fois postée, la photo ne nous appartient plus et peut laisser des traces indélébiles. Même quand vous l'avez supprimée. Apprendre à son enfant à bien utiliser les réseaux sociaux, à maîtriser son image et à protéger son identité est essentiel. Par exemple, avoir un compte privé et un pseudo permet de filtrer l'accès aux publications. Désolée, mais je n'ai pas retenu votre candidature. J'ai trouvé d'autres profils de parents bien plus gentils. Enfin, je me demande si elle peut faire le bouchon un peu trop loin, la petite dernière. Attends qu'elle ait faim, tu verras, on sera vite engagés. Je vous propose maintenant d'écouter l'interview de David Suc, président de la communauté de communes du Pays de Bitche et vice-président du département de la Moselle, délégué à l'aménagement du territoire, à l'agriculture, aux politiques contractuelles et à l'environnement. Bilan de l'année passée, perspective pour 2022. Face à l'objectif, il a répondu aux questions dans cette interview enregistrée à l'extérieur à cause du contexte sanitaire. David Suc, bonjour. Bonjour. En tant que président de la communauté de communes du Pays de Bitche, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en 2021 sur le territoire de la CCPB ? Ce qui m'a beaucoup marqué, et je crois que ce qui a beaucoup marqué nos concitoyens, c'est cette année de crise sanitaire. Ce qui nous a beaucoup marqué, c'est évidemment tous ces paradigmes qui nous étaient très familiers, qui ont volé en éclats. Et je crois que ce qui nous aura marqué aussi, c'est la façon de concevoir la vie en communauté, c'est la façon d'aborder évidemment l'avenir, c'est la façon de pouvoir devenir acteur de l'avenir de son territoire et l'acteur de l'évolution de la société. Et je crois que ça nous a tous durablement marqué. Et puis ensuite, au niveau du territoire, ce qui nous a marqué et ce qui nous a marqué de manière générale, c'est la capacité que peuvent avoir les territoires à définir leur avenir, à définir leur politique d'investissement, à définir leur qualité de vie, à définir en définitive ce qui leur paraît prioritaire. C'était un vrai levier d'action de l'intercommunalité. Et quel est le bilan que vous dressez de 2021 sur le territoire de la communauté de communes ? Vous savez, le bilan, c'est les habitantes et les habitants qui le tireront et je n'aurai pas la prétention de pouvoir tirer un bilan. Le bilan, c'est au terme d'un mandat qu'on le tire, puisque plus l'ambition est importante, plus le temps pour le mettre en œuvre est important et ce n'est pas en un an évidemment qu'on tire les bilans. Simplement, je crois qu'on peut aujourd'hui faire un état des lieux qui est celui de constater qu'en fonction de l'ambition qu'a un territoire, il doit se donner les moyens. Et c'est tout ce que j'ai souhaité mettre en place avec les élus communautaires, avec le bureau, celui de pouvoir évaluer les politiques publiques. Est-ce qu'aujourd'hui l'investissement, est-ce qu'aujourd'hui le fonctionnement, est-ce qu'aujourd'hui le cap du Pays de Bitche est le bon? Et donc nous avons analysé chacune des dépenses de l'intercommunalité dans chacun des domaines de compétences. Et c'est ce travail d'analyse, c'est ce travail de recollement que nous sommes en train de faire et qui va aboutir évidemment à la définition de la stratégie avec l'ensemble du conseil communautaire. Et ce travail a commencé puisque nous avons eu un certain nombre de réunions dans le cadre du PTRTE qui est ce grand schéma voulu par l'État et la région sur lesquels les territoires doivent s'engager pour définir quelle est l'ambition de leur territoire à horizon 2030-2040. Et cela concerne la mobilité, l'économie, la qualité de vie, le développement urbain, la démographie. Qu'a besoin le territoire rural pour continuer à peser, pour être non pas un territoire annexe des grands territoires urbains, mais un territoire qui organise son avenir et sa stratégie. Et donc c'est ce travail collaboratif qui est engagé et sur lequel nous travaillons collectivement. Alors ça c'est pour tout ce qui est aussi engagement de longue haleine, projet de longue haleine, vision à plus long terme, mais à effet plus immédiat, quels sont les grands projets qui se profilent là déjà à partir de 2022 ? Les grands projets, c'est
ceux de mettre en place une régie communautaire. Nous avons fait l'acquisition d'un bâtiment, nous venons d'y emménager, nous sommes séparés d'un bâtiment technique qui ne répondait plus évidemment à l'ambition du territoire. À effet à court terme, nous avons permis à une entreprise de pouvoir s'implanter à Bitche dans un bâtiment communautaire qui a été vendu. Nous avons pris l'engagement, nous avons démarré évidemment l'acquisition d'un bâtiment qui sera la maison France Service. Nous avons démarré l'engagement qui est celui de structurer évidemment une politique touristique et culturelle autour de l'ambition de la destination Beachland. Cela passe par la boutique éphémère, cela passe par la structuration qui est aujourd'hui quasi terminée de Meisenthal, cela passe par une réflexion sur le Simserhof, cela passe par une restructuration du Moulin des Schuller. Ce sont des dossiers sur lesquels nous avançons rapidement. Et puis à long terme, c'est évidemment de pouvoir écrire cette page particulière du Pays de Bitche, à la fois parce qu'elle est particulière, puisque nous sommes un territoire rural, nous sommes entre l'Alsace et la Moselle, ce territoire pivot, et donc c'est ce travail qui est engagé aujourd'hui avec les partenaires et qui convient évidemment de pouvoir faire, j'allais dire évoluer avec sagesse, mais avec une volonté d'avancer concrètement jour après jour. Quel est le projet qui vous tient le plus à cœur? Celui de permettre au Pays de Bitche de définir sa volonté et son ambition. Celui de permettre au Pays de Bitche de se mettre autour de la table avec les autres partenaires pour négocier, pour discuter. Celui d'un Pays de Bitche qui n'est pas soumis parce qu'il est petit en nombre à chaque fois aux décisions qui sont prises ailleurs, même si on est présent, sans avoir voix au chapitre parce que nous sommes minoritaires, partout. Où nous sommes associés, nous sommes minoritaires et donc nous avons évidemment de temps en temps, j'allais dire, une cerise à négocier, mais évidemment pas la qualité du gâteau. Et donc c'est de permettre au Pays de Bitche de s'ériger au rang d'un territoire qui, comme les grands territoires, compte entre l'Alsace du Nord et le territoire mosellan, à proximité évidemment de Sarreguemines et Haguenau. C'est la réelle ambition qui nous permettra de définir une politique adaptée aujourd'hui à l'ambition du Pays de Bitche. En grande concertation, mais avec un engagement résolument clair, parce que sinon, l'intercommunalité, les élus de ce territoire sont des grands élus qui ont vocation à être consultés, mais pas des élus qui ont vocation à être écoutés. D'un point de vue économique, quels sont les leviers que vous comptez actionner? Quels sont les espoirs que vous avez en termes de développement économique sur le territoire de la CCPB? Je crois que sur le plan du développement économique, on a aujourd'hui une stratégie qui nous permet d'être seuls, en capacité de promouvoir aujourd'hui le tourisme, le développement autour de l'attractivité culturelle et touristique, le développement autour du patrimoine naturel, le développement autour des circuits courts, le développement autour de cette destination touristique Malines Beachland qui est la seule aujourd'hui qui puisse s'ériger et qui puisse se prévaloir de la richesse environnementale qui est la nôtre. On ne va pas concourir aujourd'hui avec des territoires qui ont des grands espaces économiques dédiés parce qu'on ne peut pas être concurrent, parce que nous en avons ni les infrastructures routières, nous en avons ni les moyens financiers. Je crois qu'aujourd'hui l'attractivité économique du Pays de Bitche, c'est celui de fortifier l'économie qui existe, les circuits courts, les métiers d'art. Lorsqu'on parle des métiers d'art, et je pense un instant évidemment à la richesse autour du verre et du cristal, ce sont 500 emplois directs. Lorsqu'on parle de l'économie touristique, ce sont des centaines d'emplois. Et je crois qu'aujourd'hui la carte que nous avons jouée en Moselle et évidemment en Grand Est, c'est celui d'un territoire qui soutient son économie, qui soutient évidemment les entreprises qui viennent s'y implanter, qui soutient toutes les entreprises qui existent, qui se développent déjà au Pays de Bitche. Avant de vouloir draguer au-delà du Pays de Bitche, essayons de rendre fiers celles et ceux qui ont investi depuis toujours ici chez nous. Et donc on va continuer à pouvoir avancer sur cette économie, mais déjà en marquant le fait qu'on va développer ce qui nous est particulier. Ces domaines où nous ne sommes pas en compétition avec d'autres territoires. Voilà. Certes, tout le reste nous intéresse, ce n'est pas le sujet, mais nous ne sommes pas à armes égales avec les autres territoires lorsqu'on rentre évidemment dans une économie qui est plus globalisée ou dans une économie qui peut se retrouver peu importe ailleurs. Je crois que la meilleure façon de pouvoir exister, c'est déjà d'être fier de notre particularisme. Alors quelles sont vos pistes, par exemple, au niveau du tourisme pour améliorer les choses, développer encore les choses? Nous avons aujourd'hui un office du tourisme qui est un satellite communautaire avec lequel et avec le département Moselle Attractivité, nous avons organisé cette boutique éphémère.
plus de 35 000 € de chiffre d'affaires. La ville de Bitche, avec le soutien du département, a mis en place le Sentier des Lanternes, près de 20 000 visiteurs. Nous avons, lorsque j'évoque évidemment ces sites qui permettent au territoire d'être vus sur une carte de France, permettent ensuite évidemment d'organiser le trafic touristique. Lorsqu'on parle du Meisenthal, ce sont 70 000 visiteurs. Et donc aujourd'hui, la réelle ambition, c'est de pouvoir mettre en avant les savoir-faire, de mettre en avant évidemment notre stratégie et de pouvoir organiser, j'allais dire, ce tour opérateur qui manque au Pays de Bitche. Un lieu où on réserve la destination, un lieu où on concocte la destination, voilà, des séjours de 2 jours, de 8 jours. Et donc c'est d'organiser maintenant le trafic touristique, c'est d'organiser les destinations et les séjours, et puis c'est d'organiser la promotion. Voilà. Et donc c'est un axe sur lequel nous travaillons avec le président de l'Office du tourisme, avec le vice-président en charge du tourisme, avec le vice-président en charge de l'économie et avec le conseil communautaire de manière générale. Et je crois que c'est important de le rappeler parce qu'aujourd'hui avec cette crise, aujourd'hui avec cette capacité qu'ont nos habitants de se rendre compte que c'est au travers de l'action au quotidien de chacun d'eux qu'on préservera à la fois la planète, qu'on permettra aux jeunes générations de continuer à rester en milieu rural. On a aujourd'hui la démonstration que nos populations s'engagent à consommer local, à essayer d'avoir une attitude respectueuse, à respecter, j'allais dire, cette terre qu'on emprunte à nos enfants. Dans un tout autre domaine, il y a aussi un chantier auquel il va falloir s'atteler, c'est le PLUI Est. Vous allez repartir de zéro ? On va respecter la loi et la règle. Et donc aujourd'hui, ce PLUI Est est enterré. Voilà. Et donc ce PLUI doit être reconstruit. Et donc il y a toute une organisation qui va être mise en place. L'objectif imposé par la loi, c'est qu'en 2027, il y ait un nouveau document d'urbanisme qui puisse exister partout en France, qui tienne compte de la loi du 22 août 2021 sur la résilience, qui nous fixe à l'horizon 2030 50% de consommation de foncier en moins et à horizon 2050, zéro consommation. Et donc là, le Pays de Bitche sera sans doute un des premiers territoires à s'engouffrer parce que nous avons aujourd'hui un PLUI qui n'existe plus et donc on a la chance d'avoir devant nous quelques années de concertation. Voilà. Et donc c'est un chantier sur lequel naturellement l'intercommunalité travaillera. Il va falloir s'y atteler. Alors vous êtes aussi vice-président du département de la Moselle, délégué à l'aménagement du territoire, à l'agriculture, aux politiques contractuelles et à l'environnement. Quelles ont été les avancées en la matière en 2021 ? Les avancées sont nombreuses, à la fois sur l'aménagement du territoire où nous avons validé quelques dizaines de dossiers qui permettent au département d'être le premier financeur de l'investissement public à côté des communes et des intercommunalités. Et je crois qu'au moment où on considère que l'argent public doit rentrer plutôt sur les centres densément peuplés, on a la démonstration que le département, ça reste le grand frère. Et grâce au département, dans chacune des communes de Moselle, on investit sur tous les domaines, même sur des domaines où il est le seul à financer, je pense à la voirie. Il y a eu des avancées sur la question du soutien à l'agriculture. Le département de la Moselle considère que le soutien à l'agriculture doit passer par des filières propres à la Moselle. Vous avez par exemple ce poulet noir de Moselle, un coup nu noir de Moselle, labellisé, qui permet à des agriculteurs de développer cette filière de volaille en lien très étroit avec un opérateur alsacien. Nous avons cette capacité, nous l'avons démontré, à développer la filière viticole. Et donc la volonté du département, par exemple sur l'agriculture, c'est de massifier, d'étoffer l'offre agricole. Voilà, parce que le port de Metz, c'est pas le seul débouché que doivent avoir les agriculteurs, c'est aussi cette capacité à pouvoir produire en Moselle, de transformer en Moselle et de nourrir la population en Moselle. On a eu aussi avec beaucoup d'énergie, et je m'y suis employé avec le président Weiten et les élus de l'ancienne et de la nouvelle mandature pour permettre par exemple la valorisation de produits agricoles et des savoir-faire de Moselle, par exemple dans les cantines, notamment dans la restauration hors domicile. Et vous savez que c'est un boulanger de Forbach, mais né à Épin, qui a organisé cette recette, et donc on a beaucoup de fierté à permettre aux jeunes collégiens de manger une baguette avec une rosette mosellane. La deuxième étape, c'est avec du blé de Moselle. Et donc on a cette politique très localisée qui nous paraît essentiel parce que ça permet aujourd'hui aux millions d'habitants de Moselle de devenir acteurs de leur destin. Sur la question de l'environnement, vous savez que le département reste cette collectivité référente sur les espaces naturels sensibles puisque nous prélevons la taxe d'aménagement, et donc ce sont des mesures adaptées à l'agriculture qui sont mises en œuvre avec un soutien financier pour permettre ici de maintenir de l'herbe, ici de ne pas mettre de fertilisation, ici de permettre une éducation à l'environnement sur un certain nombre de fonds de vallée. Et donc c'est surtout ces dossiers
dossier que j'ai beaucoup de plaisir à avancer avec la commission, la majorité départementale, avec le soutien et la bienveillance de Patrick Weiten. Et est-ce qu'il y a des projets départementaux qui vont concerner directement le territoire, le canton de Bitche en 2022 ? Il n'y a pas un projet départemental qui ne concerne et qui ne soutient pas et qui ne va pas dans le soutien du canton de Bitche. Alors qu'ils soient sur le territoire, on va dire. Ils sont tous sur le territoire. La politique ENS, les ENS les plus importants sur lesquels on a le plus avancé, je pourrais citer la Roselière de la Horne, je pourrais citer la Roselière de la Schwalbe, c'est sur le canton de Bitche. Lorsqu'on évoque évidemment la baguette, je ne vais pas y revenir, cela concerne évidemment les agriculteurs, les savoir-faire, voilà, on est bien placé. Lorsqu'on parle évidemment de soutien agricole, ce sont sur les territoires de massifs qui sont représentés à la même, dont je suis le président, le canton de Bitche y est avec le canton de Pfalzbourg. Et donc je crois qu'on a une vraie chance, et je dis ça parce qu'on est entre nous et on est dans le pays de Bitche, dans ce magnifique territoire de Sarreguemines-Bitche, on a la chance aujourd'hui d'avoir du pot au département. Voilà, et je le dis avec beaucoup de respect, parce qu'on s'y engage, parce qu'on travaille, parce qu'on a mesuré depuis Bitche et depuis les élus départementaux les besoins équilibrés de chacun des territoires, qu'ils soient messins ou thionvillois, jusque dans les territoires les plus ruraux, qu'ils soient du Saulnois, de Sarrebourg ou du Beechamland. Donc voilà, je crois que la politique départementale est une politique généreuse pour l'ensemble des territoires et pour le canton de Bitche en particulier, mais je ne vais pas revenir sur le bilan de la mandature départementale. Alors vous n'êtes pas seulement conseiller départemental, vous êtes vice-président. Est-ce que cette vice-présidence apporte quelque chose au canton de Bitche? Est-ce que c'est un plus pour le territoire? Pourquoi aurais-je eu beaucoup d'ambition à être vice-président du département si ça n'apportait pas quelque chose à mon canton? Je vous pose la question. Voilà. Donc vous avez la réponse. Ok. Eh bien, il vous reste 30 secondes pour conclure cet entretien. Mais écoutez, moi je crois que je voudrais m'adresser à celles et ceux qui nous suivent, leur dire qu'il faut continuer à être optimiste, qu'il faut continuer évidemment à croire à l'avenir, qu'il faut pouvoir s'interroger par rapport à nos modes de consommation, par rapport au regard que l'on porte sur l'autre, par rapport aussi à l'interrogation qu'ont les jeunes générations. Je crois qu'il nous convient de pouvoir rassurer cette jeune génération, de pouvoir, parce que ça fait 2 ans qu'on est dans une période difficile, d'expliquer que l'humanité a toujours connu des difficultés et que ces difficultés, ces interrogations construisent un avenir meilleur. Et je crois qu'il faut garder ces convictions-là, il faut être fier de ce que nous sommes, être fier d'être Mosellane et Mosellan, être fier, puisqu'on est ici au pays de Bitche, d'être sur ce territoire particulier, entier, préservé, avec une personnalité forte. Il faut être fier de pouvoir participer à l'écriture du territoire de demain. Et je crois que lorsqu'on a des convictions, il faut les mettre au service de l'intérêt général. C'est tout ce que je souhaite à chacune et à chacun d'entre nous. Eh bien, merci pour cet entretien. Merci. C'est la fin de cette émission. Demain, vous avez rendez-vous avec Uranie dès midi sur Bosé et Cristal. Très bonne journée à tous.